Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Gone with the Stream, l'émission dédiée au podcast sur les enjeux du cinéma et de l'audiovisuel. Nous sommes actuellement dans le deuxième épisode et je suis avec mon camarade Arthur Pitiot. Nous sommes également en présence de Rémi Besançon, notre invité du jour. Salut. Rémi Besançon, vous êtes un réalisateur français et scénariste. Vous avez notamment réalisé Le premier jour du reste de ta vie en 2008, nominé au César du meilleur scénario original, ou bien plus récemment Le mystère Henri Pic en 2019. Pour ouvrir cette interview, je vais vous laisser nous parler un peu de vous et de votre métier en tant que réalisateur et scénariste et de ce qui vous a motivé, plus jeune, à faire des films. Moi, je suis donc, j'ai commencé en fait après une école de cinéma, j'ai commencé à écrire. Je pensais que l'écriture, que les scénarios en France ouvraient les portes pour faire de la réalisation. C'est en quoi je pense avoir raison. C'est toujours, on est toujours en France dans une politique un peu d'auteur-réalisateur et un bon scénario trouvera toujours du financement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, ce qui est un peu différent avec d'autres pays comme les États-Unis par exemple, où le scénariste en fait, le réalisateur a pas vraiment la même condition qu'en France, quoi. Donc j'ai commencé à écrire et puis après je me suis mis à réaliser et voilà, j'ai fait 6 films, 6 longs métrages. Mon premier s'appelait Ma vie en l'air. Après il y a eu Le premier jour du reste de ta vie qui avait eu 9 nominations au César à l'époque. Et mais bon, j'en avais eu aucun, moi. J'étais nommé 3 fois, scénariste, réalisateur et film. Et j'en avais eu aucun, j'étais un peu vert. C'était une mauvaise soirée. Le film en avait gagné 3 quand même, mais bon. Voilà, après, j'ai fait un dessin animé qui s'appelle Zarafa, qui est aujourd'hui mon plus gros succès. C'était intéressant d'aller dans l'animation. J'avais co-réalisé le film avec quelqu'un qui venait de l'animation, qui s'appelle Jean-Christophe Lee. Et Un heureux événement, Nos futurs, et puis Le mystère épique, mon dernier film avec Fabrice Luchini, qui est sorti il y a 2-3 ans. Voilà, ça c'est les films que j'ai faits. Moi, ce qui m'a motivé, c'est depuis petit l'envie de raconter des histoires, en fait. Et je trouvais que le média du cinéma était plutôt mal à bien, parce qu'en fait, voilà, je suis pas j'aurais pas pu écrire des livres, j'aurais pas pu, il y a plein de choses que j'aurais pas pu faire. Le cinéma, ce qui est intéressant quand on est réalisateur, en tout cas, c'est qu'on est une sorte de chef d'orchestre, et c'est un peu un sport collectif, en fait. C'est un art collectif. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont participer à la création d'un film. On n'est jamais seul. En fait, c'est comme quand on va écouter un opéra. Voilà, c'est collectif, quoi. Le metteur en scène est là pour diriger tout le monde et pour avoir une vision. Il y a une vision qu'on est souvent le seul à avoir dans la globalité. Mais voilà, c'est vrai que c'est très collectif comme art. C'est pas comme la peinture ou la littérature, quoi. Merci pour cette réponse. Vous êtes dans ce milieu depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous avez travaillé sur plusieurs types de films, donc Zarafa en film d'animation, sur des films plus classiques. On voulait savoir justement si vous aviez noté des bouleversements dans votre métier au cours de ces dernières années. Oui, oui. Hélas, moi, j'ai fait mon premier film, j'avais une trentaine d'années. Ma vie en l'air, le film a bien marché, ça m'a permis d'en faire un deuxième qui a très très bien marché. Et du coup, j'ai eu une sorte de joker pour continuer à faire des films. Mais c'est vrai que depuis quelques années, les choses ont un peu changé, en fait. C'est plus compliqué. Je trouve, en tout cas pour ma part, que c'est plus compliqué de faire les films que je fais, qui sont un peu les films qu'on appelle les films du milieu, qui sont pas des grosses productions, qui sont pas qui sont pas non plus des films d'auteur peu chers. Et moi, je suis vraiment au milieu, quoi. C'est vraiment, on appelle ça le cinéma du milieu. Bon. Et c'est vrai que ce genre de film est un petit peu plus compliqué à faire aujourd'hui, je m'en rends compte. Là, je tourne un film en juin et juillet prochain, mais j'ai mis du temps à le monter. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu quand même une sorte quand même de statu quo un peu dans ce milieu. Mais les distributeurs, les financiers sont un peu plus frileux, prennent moins de risques.
mettre moins d'argent. Et du coup, il se trouve que mon prochain film, ça va être mon 7e film, et c'est le film où j'aurai le moins d'argent pour le faire. Voilà. Après, on s'adapte. Il se trouve aussi que aujourd'hui, grâce à la technique, on tourne un peu plus vite. On arrive à. Moi, mes premiers films, je les faisais en 9 semaines. Et là, je vais avoir 6 semaines, mais c'est aussi une façon de tourner qui a un petit peu changé. C'est aussi un peu dû, enfin tout ça, ça vient un peu de l'émergence des plateformes, des séries qui empiètent un peu, on va dire, sur le cinéma traditionnel. Mais c'est pas si négatif. Moi, je suis pas inquiet par rapport, enfin, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de réalisateurs, je suis pas très inquiet sur la salle. Et si demain je devais faire un film pour une plateforme, je le ferais. En fait, j'ai pas de je mets pas la salle sur un piédestal, j'adore aller en salle, mais il n'y a pas que ça. En fait, les films ne sont pas que liés aux salles, en fait. C'est pas parce que les cinémas ferment que le cinéma s'arrête. Pas les salles des cinémas ferment que le cinéma s'arrêtera. On aura toujours besoin de fiction et de choses à mettre dans les tuyaux, quoi. Et les choses changent, c'est vrai. Et donc, pour rebondir un peu ce que vous avez dit avec l'arrivée du streaming et des plateformes, donc nous, on avait noté que le marché enfin, c'est un peu ce que vous étiez en train de nous dire, c'est que le marché de la vidéo à la demande, en 2017, il représentait 250 millions d'euros en France, alors qu'aujourd'hui, on est à 2,3 milliards. Donc, ce qui est lié aussi au Covid, qui a un peu accéléré cette tendance. Et justement, vous nous en parliez, mais en quoi, pour vous, vraiment, le streaming a un peu à modifier la façon enfin, d'interagir avec les œuvres cinématographiques parce qu'on a tendance à beaucoup moins aller en salle et à plus passer notre temps devant un ordinateur justement pour regarder ces films. Donc, il y a peut-être une manière d'interagir qui est différente aujourd'hui. Après, il y a différentes. Je veux dire, moi, quand je vois des jeunes aujourd'hui qui regardent sur un téléphone portable des séries ou des films, voilà, c'est comme ça. Moi c'est pas comme ça que j'aime voir les films. Après, il y a certaines séries, certains films qu'on peut voir un peu n'importe comment comme ça, mais des films où l'écran, le son, l'ambiance est importante et il faut mieux les voir en salle quand même. Et après, je comprends complètement les spectateurs qui veulent pas forcément payer 12 ou 13 balles pour aller voir un film français qui se passe dans 3 appartements. Et ils payent 12 ou 13 balles pour aller voir un film de Marvel où là, voilà, ils en ont un peu pour leur argent. Il y a un truc un peu bizarre. J'ai entendu parler aux USA, ils veulent faire le prix de la place par rapport au budget du film, ce qui est un peu une connerie. Mais on commence à réfléchir un peu à des choses, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose de pas très normal quand on y pense. Il y a des films, on a vraiment pas envie de payer le prix d'un ticket normal. Vous pensez, notamment avec les plateformes de streaming comme Netflix, qui investissent de plus en plus dans la production de séries originales ou de films. Ça se fait donc au détriment du cinéma d'auteur ou du cinéma du milieu, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ben oui et non. Enfin, moi, je veux dire, Netflix, là, j'écris des séries. Je vais sans doute en showrunner une l'an prochain. Parce que ça m'intéresse, ça reste très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les séries. Je pense aujourd'hui que je regarde plus de séries que de films. Mais c'est comme ça, c'est l'époque. C'est l'époque qui est comme ça. Faut pas se dire c'était mieux avant ou quoi, ou qu'est-ce. Je pense que Netflix apporte beaucoup, en fait. Peut-être que les gens regardent un peu plus de fiction depuis qu'on a les plateformes chez nous. J'en sais rien, en fait. En tout cas, je ne vais pas faire mon daron à dire c'était mieux avant et Netflix, c'est le diable. C'est pas du tout le cas, en fait. Je pense que les plateformes peuvent apporter quelque chose. Il faut que ça se mette en place, comme c'est tout nouveau. Donc là, il y a eu des accords comme quoi les plateformes devaient reverser une partie de ce qu'elles touchaient en France dans le cinéma et la fiction. C'est une bonne chose. Voilà, ça remet un peu on recycle un peu l'argent pour faire autre chose. C'est très intéressant. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus tendance à regarder leurs films sur Netflix. Et donc, on a vu qu'entre 2010 et 2019, les salles de cinéma ont perdu 19 millions de spectateurs de 11 à 24 ans, ont été remplacés, entre guillemets, par 20 millions de personnes de 50 ans et plus. Aujourd'hui, ça, qu'est-ce que ça vous inspire un peu comme chiffre? En fait, c'est vrai que les jeunes vont moins souvent au cinéma. Quand ils vont au cinéma, c'est pour voir
des grands spectacles, on va dire. Voilà, on a perdu sur pas mal de films le public jeune, on a gagné un public un peu plus âgé qui va voir des films un peu plus, on va dire. Je me souviens alors c'est horrible, hein, mais sur Henri Pic, je crois que la moyenne d'âge qui allait voir mon film, c'était 65 ans. C'était un film avec Lucchini et tout ça, mais ça m'avait foutu un peu les boules. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes se déplacent moins, mais quand ils se déplacent, c'est pour voir les Marvel, les The Batman, tous ces films-là qui, en fait, continuent de marcher très bien. Et après, en ce qui concerne les plateformes, aujourd'hui, je trouve par exemple que Netflix, ils ont qualitativement, c'est pas encore la fête. C'est-à-dire que je viens de voir une série là, tout le monde dit ouais, c'est enfin une bonne série française sur Netflix. Donc ça veut dire qu'il n'y en avait pas avant, ce qui est assez vrai. La série Drôle, je n'ai pas trouvé ça dingue non plus. Faut savoir raison garder. Je trouve ça, c'est vraiment du grand spectacle un petit peu teubé, quoi. Je pense que Netflix, et en termes de films, de films, ils sont un peu à la ramasse. Hein. Il y a eu des grands films Netflix, il y a eu Roma d'Alfonso Cuarón qui est très bien. Moi, même le Scorsese, je n'ai pas trouvé dingue, quoi. J'adore Scorsese. C'est pas un grand film pour moi, c'est pas un grand Scorsese. Et le Sorrentino était pas mal, mais ça reste des cinéastes. À part le Coran, je l'ai trouvé très bien, mais bon, qui est complètement à part dans l'univers Netflix. Mais ça reste quand même un peu des sous-produits de ces grands réalisateurs, je trouve. Il n'y a pas encore le grand film du grand réalisateur qui va tout casser, quoi. Mais ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que Netflix produit, a une influence sur le film qui est produit, c'est ça? Alors, c'est lié souvent. Pour moi, j'en sais rien, je sais pas. Mon point de vue, je pense que ça manque que Netflix, en tant que producteur, n'est pas vraiment un vrai producteur de cinéma. Donc Netflix va. Et d'ailleurs, souvent les gens le disent. Jean-Pierre Jeunet, qui a fait Big Bug, qui est, je crois, un peu raté sur Netflix, a dit aucun distributeur ne voulait de mon film. Heureusement, Netflix était là pour me filer l'argent. Mais en fait, si Netflix, qui a quand même beaucoup d'argent, file de l'argent à Jeunet pour faire son film, mais n'a pas le suivi du producteur, ça donne des films en fait où il manque un producteur. Moi, je pense pas qu'un réalisateur soit ce que je disais au début, travaille tout seul. Il y a quand même un binôme entre un réalisateur et un producteur qui est important pour moi. C'est-à-dire que moi, si j'avais pas de producteur, si on me disait tiens, je te file 20 millions pour faire un film, je le ferais. Mais il me manquerait quelqu'un qui est derrière moi et qui va me dire voilà, on va discuter du développement du scénario, on va discuter de tout ça, on va discuter de tout en fait. Et je pense pas que Netflix soit encore un bon producteur, c'est plus un financier. J'espère qu'ils vont pas entendre ça, quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé justement des grosses productions américaines, Marvel, qui séduisaient encore les jeunes dans les salles de cinéma. Ouais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le cinéma français a encore les moyens de faire face au cinéma américain, coréen ou étranger de manière générale? Moi, je pense que le cinéma français, c'est un grand cinéma. Après, il faut justement, qu'il se remettent en question sur certaines choses. Mais ça va déjà être un peu le cas parce que les grosses comédies un peu papa, les gens n'en veulent plus, quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui doivent être faits justement pour passer à la télé, mais pas forcément au cinéma. Mais ça, c'est encore la télé qui finance le cinéma français. Donc il y a encore un truc. Après, ça sert à rien de vouloir faire comme les Américains. On sait pas faire. Quand je vois Ambulance de Michael Bay, on peut pas faire ce genre de film. Ça sert à rien d'essayer. C'est pas notre culture en fait. Tous ceux qui ont essayé sont plus ou moins plantés. En revanche, on a un grand cinéma d'auteur, un grand cinéma romanesque, un grand cinéma. Enfin, voilà, moi quand je vois Les Illusions perdues de Olivier Assayas, c'est un beau cinéma, quoi. Et même dans les films d'auteur, l'événement d'Audrey Diwan, qui avait gagné le Lion d'Or à Venise, c'est du grand cinéma, c'est du beau cinéma. Et le gagnant des Oscars cette année, Coda, c'est quand même le remake d'un film français, produit par un Français, Philippe Rousselet. Il y a quand même, on sait faire, hein, on est une nation où on sait faire du cinéma. Merci déjà pour cette réponse et un peu cette dose d'espoir.
Donc, pour conclure cette interview, bon, on aimerait vous poser des questions un peu plus larges et peut-être plus personnelles. Pour nos auditeurs, est-ce que vous auriez un film actuellement en salle à conseiller? Et si oui, lequel serait-il? Pas trop aller au ciné, là, j'ai vu juste Ambulance avec un pote. Mais c'est vraiment popcorn movie, mais c'est vachement bien, quoi. Mm. C'est vachement bien, franchement. Une ambulance lancée à 150 à l'heure dans les rues de Los Angeles. Enfin, c'est bien, quoi. C'est du popcorn movie. Après, Mm. j'aime beaucoup d'autres choses. Là, c'était un truc un peu de. Voilà, c'était pour m'amuser, quoi. Peut-être on pourrait aussi vous demander votre film favori? Ou vos films Vos favoris? films Ah, c'est favoris, dur, ouais. hein. C'est tellement riche le cinéma. C'est dur de choisir. Moi, j'aime bien Kubrick, j'aime bien Hitchcock, j'aime aussi Léon, j'aime bien Kurosawa. Voilà, j'aime Claude Sautet pour rester français. Et Ok. là, je viens de citer que des vieux réalisateurs morts. Et dans les vivants, bien Spielberg, j'aime bien Coppola, De Palma. Je suis quand même resté un peu bloqué à ce cinéma-là, quoi, du nouvel Hollywood des années 70, parce que c'est un cinéma, bah, moi je l'ai découvert quand j'étais avec mes grands frères, quand j'étais jeune, et voilà, c'est un cinéma qui m'a marqué, mais je pense que ça a marqué pas mal de réalisateurs de ma génération. Voilà. Après, voilà, je me souviens avoir au début des Marvel, je suivais un peu le truc, et puis après ça m'a saoulé parce Ouais. que c'est un peu too much. Puis, au bout d'un moment, on n'en a plus rien à faire, quoi, de tous ces super-héros d'Avengers là. Pff, oh là là. Mais j'aime bien par exemple les Spider-Man de Sam Raimi, que je trouve super bien, et j'adore le dessin animé qu'ils avaient fait qui s'appelait Into the Spider-Verse. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est super, quoi. Donc il y a plein de choses que j'aime. Et est-ce que, il y aurait un acteur ou une actrice avec lequel vous rêveriez de travailler pour l'un de vos futurs films? Qui j'aimerais retravailler avec Marion Cotillard. Elle avait joué dans mon premier film, dans Ma vie en l'air. Elle n'était pas encore très connue. Et pendant le tournage, elle m'avait demandé est-ce que je peux m'absenter là parce qu'on me propose je dois faire un casting d'un film. Je sens que c'est important et tout. Et en fait, elle faisait le casting de La Môme Ah, où elle allait faire Edith Piaf. Et c'est à partir de là qu'elle a été connue, qu'elle a gagné l'Oscar, etc. Donc c'est une actrice que j'aime beaucoup et j'aimerais bien retourner avec elle. Gilles Lelouch aussi, enfin, qui était aussi dans Ma vie en l'air, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il prend vachement en puissance de jeu. Il y a pas mal de comédiens avec qui j'aimerais travailler. ok. Ok, bon, bah, si jamais ils écoutent nos podcasts, ça leur fera plaisir. On espère. Donc, on va arriver à la fin de notre podcast. Donc, je vous remercie, Monsieur Besançon, d'avoir pris le temps, de répondre à nos questions. Merci aussi à tous nos auditeurs et n'hésitez pas à commenter, à réagir sur notre page Instagram et notre Facebook, Gone with the Stream. Bonne journée à tous. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Instagram et Facebook pour vous tenir au courant de nos actualités. À bientôt!